En visitant la maison de ma fille, je suis allé dans son garage et j'ai trouvé une boîte avec mon nom dessus. Ce qu'il y avait à l'intérieur lui a coûté 9 ans. Mon gendre m'a servi un verre de thé glacé un dimanche après-midi et m'a dit qu'il m'aimait comme un père. 3 heures plus tard, j'étais assis dans ma voiture, dans leur allée, les mains tremblantes, tenant un dossier de documents que je n'aurais jamais dû trouver. Ce qu'il contenait n'était pas seulement une trahison, c'était un plan minutieusement élaboré pour me prendre tout ce que j'avais bâti et me laisser sans rien. Pas ma maison, pas mes économies, pas même mon propre nom sur mes propres comptes. Et la personne qui avait signé était ma fille. Avant de vous raconter comment j'ai démantelé chaque pièce de ce qu'ils avaient construit, prenez un instant pour me dire en commentaire d'où vous regardez. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous promets que la façon dont cette histoire se termine ne sera pas ce à quoi vous vous attendez. J'ai 64 ans. J'ai passé 38 ans en tant qu'examinateur principal en matière de fraude pour l'une des plus grandes compagnies d'assurance du pays. J'ai examiné plus de documents fabriqués que la plupart des procureurs fédéraux. Je sais à quoi ressemble une signature falsifiée. Je sais quelle odeur a un faux dossier. Je sais comment les gens qui se croient intelligents font toujours, le même genre d'erreur, ils sous-estiment la personne qu'ils volent. Ma femme, Carole, est décédée il y a 2 ans, en mars. Cancer du pancréas. 11 semaines se sont écoulées entre le diagnostic et le matin où j'ai tenu sa main dans la chambre d'hospice et les regardé partir quelque part où je ne pouvais pas la suivre. Nous étions mariés depuis 39 ans. C'était la personne la plus chaleureuse que j'ai jamais connue. Le genre de femme qui se souvenait de l'anniversaire de chaque voisin de notre rue et gardait un tiroir rempli de cartes de condoléances déjà timbrées, au cas où quelqu'un en aurait besoin rapidement. Quand elle est morte, la maison est devenue un endroit où je vivais, plutôt qu'un foyer auquel j'appartenais. Ma fille avait 36 ans à l'époque. Elle est venue de Charlotte pour les funérailles et elle a pleuré au bord de la tombe d'une manière qui paraissait réelle à tous ceux qui ne la connaissaient pas aussi bien que moi. Mon gendre se tenait à ses côtés, la main sur le bas de son dos, portant un costume anthracite qui lui allait un peu trop bien pour un homme qui nous avait emprunté de l'argent 6 mois auparavant. Il s'était marié 5 ans plus tôt. Je l'avais donné lors d'un mariage dans un vignoble en Virginie, que j'avais entièrement payé. Mon gendre était charmant, à la manière particulière des hommes qui ont appris que le charme est une monnaie. Il vendait de l'immobilier commercial. Il parlait des affaires comme d'autres hommes parlent de sport, avec un enthousiasme à couper le souffle, qui semblait toujours à un pas du désespoir. Ma fille avait hérité de la chaleur de Carole en apparence, et je découvrirais quelque chose de plus dur en dessous. Après la mort de Carole, ma fille appelait plus souvent. Elle me demandait ma santé, mon sommeil, si je mangeais correctement. Elle a émis l'idée que je déménage plus près d'eux à Charlotte. Je lui ai dit que j'allais bien, que j'avais mes habitudes, mes amis du cabinet, mes promenades matinales le long du sentier du lac derrière notre quartier. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin qu'on s'occupe de moi. J'avais 64 ans, pas 84. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais observé. Cela avait commencé 6 mois après le décès de Carole, lorsque j'avais remarqué une petite anomalie. Un appel téléphonique de mon conseiller financier, un homme que j'utilisais depuis 20 ans, me faisant savoir que quelqu'un avait appelé son bureau pour se renseigner sur la procédure de mise à jour des bénéficiaires de comptes en mon nom. L'appelante s'était identifiée comme étant ma fille. Mon conseiller, qui était méticuleux, l'avait signalé parce que je n'avais jamais autorisé de contact de tiers sur mes comptes. Je l'ai remercié. Je lui ai demandé de n'en parler à personne et j'ai commencé à faire attention. Au cours des mois suivants, de petites choses se sont accumulées, comme toujours dans les cas de fraude, individuellement insignifiantes, collectivement accablantes. Une lettre du bureau de mon avocat spécialisé en succession avait été ouverte et mal refermée. Ma fille a commencé à poser des questions très spécifiques sur ma propriété, si la maison était payée, si j'avais toujours les comptes d'investissement que Carole et moi avions construits ensemble, si j'avais déjà pensé à simplifier les choses en mettant tout sous un même parapluie. Elle a utilisé le mot simplifier 3 fois, lors de 2 appels téléphoniques distincts. Je l'ai noté dans un petit carnet que je gardais dans le tiroir de mon bureau. Mon gendre était plus subtil, mais moins prudent. À Pâques, quand ils sont venus et que j'étais sorti pour vérifier le barbecue, je suis revenu pour le trouver près de mon bureau, dans le bureau. Il a dit qu'il cherchait un stylo. Mon bureau n'était pas près de la porte. Il était dans le coin le plus éloigné de la pièce, à côté de la fenêtre. Il y a des stylos dans une tasse sur le comptoir de la cuisine. Il y en a toujours eu. Je n'ai rien dit.
J'ai noté. Le week-end de la fête du travail était une idée de ma fille. Elle a appelé fin août et a dit qu'elle voulait faire quelque chose de spécial, qu'il y avait trop longtemps que nous n'avions pas eu de vraie réunion de famille, qu'elle me manquait et voulait que je vienne rester avec eux pour le long week-end. Sa voix avait la douceur particulière qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Carole l'appelait sa voix de demande. Je l'ai reconnue. J'ai dit oui. Je suis descendu le vendredi. Leur maison était une grande coloniale dans un bon quartier, plus grande que ce dont 2 personnes avaient besoin, avec un garage pour 3 voitures et une cuisine récemment rénovée avec des équipements qui coûtaient plus cher que ma première voiture. J'avais remarqué lors de visites précédentes que leur style de vie avait une qualité persistante de dépassement de leurs moyens. Le loyer du camion de mon gendre, les nouveaux meubles de patio, le casier à vin rempli de bouteilles que je savais ne pas être bon marché. Mais les commissions immobilières sont imprévisibles et je m'étais raconté des histoires raisonnables. Le week-end a commencé assez agréablement. Mon gendre a fait griller des steaks le samedi soir. Ma fille a fait un crumble aux pêches, la recette de Carole. Et un instant, debout dans leur cuisine lumineuse, la regardant le servir dans des bols, j'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Elle ressemblait tellement à sa mère de dos, la même façon de se tenir le poids sur une hanche, la même manière efficace de se déplacer dans une cuisine. Mais je n'avais pas conduit 4 heures pour profiter d'un long week-end. Le dimanche matin, mon gendre est parti tôt pour rencontrer un client, ou du moins c'est ce qu'il a dit. Ma fille est allée à un cours de yoga. J'avais la maison pour moi pendant 90 minutes. Je veux être clair. Je ne cherchais pas à confirmer une théorie. Je suis allé au garage pour trouver une clé à molette, car j'avais remarqué un boulon desserré sur la balustrade de la terrasse la veille au soir, et cela me dérangeait, de la façon dont les petits dangers dérangent les hommes qui ont passé 4 décennies à identifier les risques. Le garage était organisé de manière agressive, comme quelqu'un qui veut paraître organisé. Outils sur des panneaux perforés, bacs de rangement étiquetés d'une écriture bloc que je reconnaissais comme celle de mon gendre. Le long du mur du fond se trouvait une étagère métallique contenant des boîtes d'archives en carton, le genre avec des couvercles. J'ai scanné les étiquettes, déclaration de revenus, documents de l'association de propriétaires, auto, assurance, puis une qui m'a glacé le sang. L'étiquette disait le dossier papa. Je suis resté immobile un instant. Le réfrigérateur dans le coin du garage ronronnait. Dehors, une tondeuse à gazon démarrait quelque part dans la rue. Personne ne m'appelle papa, sauf ma fille. Il n'y a pas de dossier partagé entre mon gendre et moi. Cette boîte n'avait rien à faire là. Je l'ai soulevée de l'étagère. Ce n'était pas lourd. Je l'ai posée sur le capot de la voiture, j'ai retiré le couvercle et j'ai regardé à l'intérieur. Il y avait 4 documents. Je vais vous dire ce que c'était et je veux que vous compreniez que je ne suis pas un homme qui s'effraie facilement. J'ai passé près de 4 décennies à examiner les papiers de personnes qui avaient commis des fraudes et j'avais vu la cruauté créative sous toutes ses formes. Mais ce que je tenais dans ce garage, un dimanche matin, m'a fait tordre l'estomac d'une manière qui n'avait rien à voir avec le détachement professionnel. Le premier était une photocopie d'un document de procuration durable, portant mon nom comme mandant et le nom de ma fille comme mandataire. La signature sur la ligne mandant était la mienne, sauf que je ne l'avais jamais signée. Je n'avais jamais vu ce document de ma vie. J'ai une manière spécifique de signer mon nom, que j'ai développée intentionnellement au cours de ma carrière, une petite boucle à la fin de mon initiale de nom de famille que je varie d'une manière que seul moi reconnaîtrais comme un signe révélateur. La signature sur ce document n'avait pas cette boucle. C'était une très bonne falsification, mais c'était une falsification. Le deuxième document était une lettre imprimée sur papier ordinaire, adressée à mon institution financière. Elle était datée de 6 semaines auparavant. Elle demandait un changement de bénéficiaire sur mon compte d'investissement principal, un compte de courtage d'environ 900 000 $, désignant ma fille comme unique bénéficiaire. Elle était signée de la même signature falsifiée. Le troisième était un fil de discussion par email imprimé, entre mon gendre et un homme que je ne reconnaissais pas. La ligne d'objet était aux prochaines étapes de la planification des soins aux personnes âgées. Le contenu du fil de discussion abordait le processus de pétition auprès d'un tribunal pour la tutelle d'une personne âgée, pour cause de déclin cognitif. Mon gendre avait écrit, de ses propres mots, la clé, c'est la documentation. Nous devons commencer à construire le dossier maintenant. Visite chez le médecin, incident, plus il y en a, mieux c'est. Ma fille avait répondu par une seule ligne,
combien de temps prend le processus une fois que nous déposons la demande? Le 4e document était un résumé de 2 pages d'un avocat dont je ne connaissais pas le nom à Charlotte, décrivant le cadre général d'une requête en tutelle et les conditions dans lesquelles un tuteur obtient le contrôle légal des décisions financières et personnelles d'un individu. J'ai lu les 4 documents 2 fois. Mes mains étaient stables. Cela m'a surpris d'une manière lointaine, mais le choc, d'après mon expérience, n'arrive pas sous forme de tremblement. Il arrive sous forme d'une étrange clarté, le moment où une affaire qui s'est construite en fragments s'assemble soudain en une image cohérente. Ils n'allaient pas m'empoisonner. Ils allaient m'effacer. Légalement, méthodiquement, papier par papier. Ils utiliseraient la procuration falsifiée pour accéder à mes comptes, alors que j'étais encore en vie. Ils construiraient un dossier fabriqué de déclin cognitif, d'objets égarés, de confusion, de visites médicales dont je n'avais pas besoin pour étayer une requête en tutelle, un juge compréhensif, un médecin complaisant, et un jour je serai le vieil homme confus dans la salle d'audience. Incapable de gérer mes propres affaires, tandis que ma fille les gérerait pour moi. Je suis resté là, dans leur garage, pendant longtemps. La tondeuse à gazon dans la rue a fini et le quartier est redevenu silencieux. J'ai regardé les photos de famille sur le mur du garage, ma fille à sa remise de diplôme universitaire, elle et mon gendre à leur mariage, une photo de nous 3 à la plage l'été avant que Carole ne tombe malade. Carole était aussi sur cette photo, plissant les yeux au soleil, riant de quelque chose hors champ. Je ne me souvenais plus de quoi. J'ai remis les documents exactement dans l'ordre où je les avais trouvés. J'ai remis le couvercle sur la boîte. J'ai remis la boîte sur l'étagère, exactement à la position où elle se trouvait. J'ai trouvé la clé à molette de bac plus loin et j'ai serré le boulon de la balustrade de la terrasse. Quand ma fille est rentrée du yoga, les joues roses et une bouteille d'eau, j'étais assis sur le porche arrière avec une tasse de café, lisant la section sportive d'un journal que j'avais trouvé sur leur table de cuisine. Elle m'a demandé si j'avais bien dormi. Je lui ai dit que j'avais dormi comme une pierre. Je suis rentré chez moi le lundi matin après le petit déjeuner. Je l'ai serré dans mes bras à la porte et je lui ai dit que c'était un merveilleux week-end, que j'en avais eu plus besoin que je ne le savais. Elle m'a tenu un peu plus longtemps que d'habitude. Mon gendre m'a serré la main des 2 mains, la poignée de main des hommes qui veulent que vous vous sentiez en confiance. J'ai conduit vers le nord pendant 4 heures et je n'ai pas allumé la radio. J'ai pensé à tout ce que je savais et à tout ce que j'avais besoin de savoir. Une falsification est difficile à poursuivre sans un original pour la comparer. L'intention de commettre une fraude par tutelle exige d'établir non seulement le document, mais aussi le plan. J'avais besoin de plus que ce que j'avais trouvé. J'avais besoin de ce que mes années dans le domaine m'avaient appris que toute bonne affaire exige, un dossier qui raconte sa propre histoire, avec ses propres mots, sans avoir besoin que je l'explique. Quand je suis rentré chez moi, j'ai appelé la seule personne à qui je faisais confiance sans condition. Il s'appelait Franck et il était mon avocat depuis 22 ans. Avant cela, il avait été le colocataire universitaire du cousin de ma femme, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, et la relation était passée de professionnel à quelque chose de plus proche de la famille. J'ai appelé son portable, pas son bureau, car je ne voulais pas encore de traces sur le système téléphonique de son cabinet. Il a répondu à la 3e sonnerie. J'entendais un match de baseball en arrière-plan. Franck, dis-je, j'ai besoin de vous rencontrer cette semaine. Quelque chose de grave est arrivé. Il a éteint le match. À quel point grave? Je lui ai dit. J'ai parlé pendant 15 minutes et j'ai gardé le même ton plat et uniforme que j'avais utilisé dans une centaine de salles de déposition. J'ai décrit chaque document. J'ai décrit l'échange de mai. Je lui ai parlé de l'appel du conseiller financier, 8 mois auparavant. Je lui ai parlé de mon gendre debout à mon bureau, cherchant un stylo. Il y a eu un long silence. Jacob, dit-il, êtes-vous en sécurité en ce moment? Je suis à la maison, lui ai-je dit. Mes portes sont verrouillées. Je ne crois pas être en danger physique immédiat. C'est une opération financière, pas une opération violente. D'accord. Une autre pause. Dès demain matin, j'ai besoin que vous écriviez tout ce que vous avez observé dans ce garage, heure, lieu, description exacte de chaque document, pendant que c'est frais. Ne le tapez pas, écrivez-le à la main et datez-le. Deuxièmement, n'appelez pas encore votre institution financière. Ne déplacez pas d'argent. Ne changez rien. S'ils ont déjà tenté de soumettre cette lettre à votre courtier,
je dois connaître le statut avant de leur faire savoir que vous êtes au courant. Troisièmement, et c'est important, Jacob, n'appelez pas votre fille. Ne changez en rien votre comportement envers elle. Pouvez-vous faire cela? Je peux faire cela, ai-je dit. Je vous appellerai à 8 heures demain matin. Je suis resté assis dans mon fauteuil ce soir-là, dans l'obscurité, pendant longtemps. La maison était silencieuse, comme elle l'était depuis mars, il y a 2 ans, pas un silence paisible, mais un silence vide. L'horloge grand-père dans le couloir égrenait les heures et je pensais à ma fille. Je pensais à la petite fille qui montait dans notre lit le dimanche matin et se calait entre Carole et moi, chaude, petite et entièrement confiante. J'ai pensé à la façon dont elle avait regardé la tombe de sa mère, les larmes qui auraient pu être réelles, que je ne pouvais toujours pas être certain qu'elles n'étaient pas réelles. J'ai pensé à savoir si le deuil faisait quelque chose aux gens, si la mort de Carole avait fracturé quelque chose en elle qui s'était réaligné autour d'un ensemble de valeurs différents. Mais ensuite j'ai pensé à l'email. Combien de temps prend le processus une fois que nous déposons la demande? 6 semaines après les funérailles de sa mère. Quoi que le chagrin ait fait ou non, cette phrase avait été écrite par quelqu'un qui planifiait. Je n'ai pas dormi, mais je n'étais pas éveillé à la manière d'un homme effrayé. J'étais éveillé à la manière d'un homme qui a accepté les termes d'une situation et qui travaille sur le problème. Franck a appelé à 8h03. Il avait été occupé. J'ai contacté votre courtier ce matin discrètement, par l'intermédiaire d'un collègue qui s'occupe de leur conformité, a-t-il dit. La lettre a été reçue. Elle a été signalée pour vérification de suivi, car la taille du compte a déclenché un processus d'examen automatique. Ils avaient appelé le numéro de dossier, votre portable, et n'avaient pas eu de réponse. Ils allaient envoyer une demande de vérification écrite à votre adresse postale cette semaine, ce qui signifie que le changement n'a pas été traité, ce qui signifie que nous sommes arrivés les premiers. Le numéro qu'ils ont appelé était mon portable et je n'avais reçu aucun appel de mon courtier, ce qui signifiait que la lettre avait inclus un numéro de rappel qui n'était pas le mien. Je l'ai dit à Franck. Je sais, a-t-il dit. Le numéro sur la lettre correspond à un téléphone prépayé. J'ai un contact au bureau du procureur du comté. J'ai déjà passé un coup de fil. Puis il m'a raconté le reste de ce qu'il avait trouvé pendant la nuit. Et je veux que vous compreniez que même pour un homme qui avait passé 38 ans dans l'enquête sur la fraude, ce qu'il a décrit avait un poids qui me serrait la poitrine. Mon gendre avait 3 propriétés en procédure de saisie, pas une, 3. 2 étaient des propriétés d'investissement qu'il avait achetées au sommet de ses ambitions. La 3e était un appartement à Charleston qu'il avait acheté avec de l'argent emprunté sur une ligne de crédit de leur maison à Charlotte, qui était elle-même hypothéquée à 80% de sa valeur. Sa licence immobilière avait fait l'objet d'une plainte 18 mois auparavant par un client alléguant une fausse déclaration, une plainte qui était toujours en cours d'examen. Son score de crédit, que le contact de Franck avait obtenu par un processus sur lequel je n'ai pas posé trop de questions, était inférieur à 5 cents et continuait de baisser. L'entreprise de ma fille, une entreprise de homestaging qu'elle avait lancée il y a 4 ans, avait cessé ses activités 7 mois auparavant. L'entité commerciale avait été officiellement dissoute. Les comptes avaient été fermés. Elle ne me l'avait pas dit. Ils n'avaient pas dépassé leurs moyens. Ils se noyaient depuis des années dans une eau qui montait autour d'eux, tandis qu'ils meublaient de nouveaux patios, remplissaient des casiers à vin et conduisaient des camions loués, et venaient chez leur beau-père pour le week-end de la fête du travail. Avec des sourires qui étaient devenus très bons pour ressembler à de l'amour. Le motif n'était pas l'avidité, au sens simple. Le motif était la panique, le genre de panique qui pousse les gens rationnels à prendre des décisions tout sauf rationnelles, car lorsque les murs sont assez proches, n'importe quelle porte ressemble à une issue. La personne de contact de Franck au bureau du procureur était une femme nommée Karen Delaney, qui s'occupait des crimes financiers. Elle m'a appelé directement un mercredi après-midi. Sa voix était professionnelle et précise. « Monsieur Harper, a-t-elle dit, j'ai examiné les documents fournis par votre avocat et je veux être honnête avec vous sur notre situation. Ce que vous avez décrit, si cela est prouvé, constitue de multiples crimes, faux, fraude, tentative de transfert frauduleux d'actifs, et selon ce que nous trouverons d'autres, potentiellement une conspiration. Ce sont des accusations graves, mais pour l'instant, le cœur de notre affaire repose sur votre témoignage et des photocopies de documents qui se trouvent toujours dans une boîte dans le garage de votre fille. Ce dont j'ai besoin, ce sont les documents originaux et, idéalement, davantage. Quel genre de davantage, ai-je demandé? Des communications, des SMS, des emails,
tout ce qui établit l'intention. Le fil de mai que vous avez décrit est exactement le genre de preuve qui rend une affaire sans ambiguïté. Si ces emails existent sur leurs appareils ou dans leurs comptes, ils raconteront l'histoire eux-mêmes. Nous pouvons y arriver, mais cela prend du temps. Combien de temps, ai-je demandé? Quelques semaines, peut-être 4. Elle a fait une pause. Monsieur Harper, je dois vous demander quelque chose. Avez-vous eu des rendez-vous médicaux récents que votre fille aurait pu organiser ou auxquels elle vous aurait accompagné? Non, ai-je dit lentement. Non, aucun médecin qui aurait pu avoir une visite inhabituelle de sa part ou un appel concernant votre santé cognitive. J'y ai réfléchi attentivement. Il y a 3 mois, mon interniste m'avait appelé pour reporter un examen physique annuel. Sa réceptionniste avait mentionné, d'un ton légèrement perplexe, que ma fille avait appelé pour confirmer l'heure du rendez-vous. Je n'y avais rien pensé à l'époque. Je l'ai dit à Delaney. Alors ils ont déjà commencé à le construire, a-t-elle dit, sa voix a changé, mais quelque chose s'aiguisant en dessous. Ils ont préparé le terrain avec votre médecin, ce qui signifie que la demande de tutelle n'est pas un plan futur. C'est un plan actif. J'y ai réfléchi un instant. L'idée que, quelque part à Charlotte, des gens qui m'appelaient papa et disaient la grâce avant les repas fabriquaient activement la preuve de ma détérioration. Monsieur Harper, a dit Delaney, je veux que vous sachiez quelque chose. L'abus financier envers les personnes âgées est le crime financier qui connaît la croissance la plus rapide dans ce pays. La plupart des victimes ne le découvrent qu'une fois le mal fait, lorsque les comptes sont vides, l'acte de propriété transféré et le juge a signé l'ordonnance. Vous l'avez découvert grâce à ce que vous savez et à ce que vous faites. Maintenant, je veux que vous me laissiez faire ce que je sais et ce que je fais. Donnez-moi 4 semaines. Je vous donne 4 semaines, ai-je dit. Ce qui s'est passé pendant ces 4 semaines, je l'ai appris plus tard, par bribes. Le mandat de perquisition des comptes de messagerie de mon gendre a révélé 43 messages échangés entre lui et ma fille sur une période de 9 mois, discutant de ce qu'ils appelaient le plan. Les courriels étaient précis. Ils discutaient de la falsification. Ils discutaient du téléphone prépayé. Ils discutaient de l'avocat de Charlotte qui les avait conseillés sur la procédure de tutelle. Un avocat qui, j'ai appris plus tard, avait représenté 2 autres cas similaires et avait lui-même fait l'objet d'une enquête ultérieure. Ils discutaient du calendrier. Ils discutaient de ce qu'il me dirait et quand. Il y avait un email de ma fille, envoyé un dimanche soir, que Delaney m'a lu au téléphone, d'une voix plate et prudente. Je ne le répéterai pas en entier. Mais il y avait une phrase que j'ai repensée tous les jours depuis. Elle a écrit, « Il me fait entièrement confiance ». C'est la partie la plus difficile. Delaney a fait une pause après l'avoir lu. Elle n'a rien dit un instant. Moi non plus. La partie la plus difficile, a-t-elle finalement dit, est aussi ce qu'elle a mal compris. 2 jours avant l'émission des mandats d'arrêt, j'ai appelé ma fille. J'ai gardé ma voix chaleureuse. Je lui ai dit que j'avais pensé au week-end, que cela avait signifié plus que je ne pouvais dire, que je voulais revenir le mois suivant. Elle a semblé sincèrement ravie. Elle m'a demandé de ma santé, si je dormais. Elle a dit qu'elle s'était inquiétée pour moi. J'ai dit que j'allais bien, que je me sentais lucide, mieux que depuis des mois. Je l'ai dit délibérément et j'ai écouté le bref silence de son côté. Quand je l'ai dit, le silence d'une personne qui recalibre un plan. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que 3 semaines auparavant, j'avais rencontré Frank pendant 4 heures et nous avions fait quelque chose que je préparais discrètement depuis les 2 dernières années. Depuis avant la mort de Carole, depuis la première fois que mon gendre m'avait demandé, avec juste assez de désinvolture, si j'avais récemment mis à jour mes documents de succession. J'avais établi une fiducie irrévocable. La fiducie familiale Harper. J'y avais placé la maison, les comptes d'investissement, les économies, l'ensemble de ce que Carole et moi avions construit au cours de 40 ans. La valeur totale était d'environ 2,4 millions de dollars. Ma fille était désignée comme l'unique bénéficiaire à mon décès. Mais la fiducie contenait une clause. Elle avait été rédigée avec soin, examinée par 2 avocats spécialisés en succession distincts et était, comme me l'a dit Frank, inattaquable. La clause était simple. Si le bénéficiaire était reconnu coupable d'un crime, étatique ou fédéral, la fiducie ne lui serait pas transmise. Si le bénéficiaire était jugé avoir participé à une activité frauduleuse, coercitive ou criminelle dirigée contre le constituant, c'est-à-dire moi,
la fiducie ne lui serait pas transmise. Dans les deux cas, le montant total serait liquidé et transféré à une organisation à but non lucratif dédiée à la prévention des abus financiers envers les personnes âgées. La clause était en place depuis 14 mois. Tout ce qu'ils avaient construit, la signature falsifiée, le dossier médical fabriqué, l'avocat en tutelle, les 43 courriels, le téléphone prépayé, avaient pour but d'hériter de quelque chose qui avait déjà été restreint, de sorte que leur crime garantirait qu'ils ne recevraient rien. Ils n'avaient pas essayé de voler mon argent. Ils avaient, sans le savoir, veillé à ce qu'il aille à des étrangers. Je veux vous parler du matin de l'arrestation, car c'est important. L'équipe de Delaney les a interpellés séparément. Mon gendre était dans un café près de son bureau à 8h15 du matin. Deux officiers en civil se sont approchés de sa table, alors qu'il consultait son téléphone autour d'un latte. Ma fille était chez eux. Elle a ouvert la porte en peignoir. Delaney m'a appelé quand c'était fait. Sa voix était calme et professionnelle, mais je pouvais entendre quelque chose en dessous, une qualité particulière que je reconnaissais de ma propre carrière. La satisfaction spécifique d'une affaire qui se clôt proprement. C'est fait, monsieur Harper, dit-elle, tous les deux en garde à vue. L'avocat de Charlotte a également été interrogé. Cela va faire des vagues. Merci, dis-je. Je le pensais plus que ces deux mots ne pouvaient le contenir. Non, dit-elle, merci à vous. La plupart des gens dans votre situation, au moment où ils le découvrent, il est trop tard. Vous l'avez découvert parce que vous avez fait attention, puis vous avez été assez discipliné pour attendre et nous laisser le construire correctement. C'est inhabituel. Je lui ai dit que j'avais fait ce métier pendant 38 ans. Elle a dit que ça se voyait. Les procédures judiciaires ont duré 7 mois. Je ne vous décrirai pas chaque détail, car une grande partie était le lambroyage de la machine judiciaire, les reports, les motions, les discussions de plaidoyer qui ont échoué, une date de procès fixée puis déplacée. Je veux vous raconter les parties qui importaient. Mon gendre a plaidé coupable de faux, de tentative de fraude et de conspiration en vue de commettre des abus financiers envers une personne âgée. Il a été condamné à 11 ans de prison. Il purgera un minimum de 8 ans. Ma fille a été jugée. Son avocat a soutenu qu'elle avait été contrainte par son mari, qu'elle était une participante réticente qui avait été manipulée par un partenaire dominateur. Le jury a entendu les 43 courriels. Ils ont entendu le courriel qui contenait la phrase sur la confiance, la partie la plus difficile. Ils ont délibéré pendant 3 jours. Ils l'ont déclarée coupable de tous les chefs d'accusation. Elle a été condamnée à 9 ans de prison. J'étais au tribunal pour la sentence. J'étais assis dans la galerie, pas à la table du procureur, car j'étais un témoin et non une partie. Quand le juge a lu la sentence, ma fille s'est tournée de son siège à la table de la défense et m'a regardé. J'ai essayé, au cours des mois suivants, de comprendre ce qu'il y avait dans ce regard. Je n'ai pas pu le faire avec certitude. Il y avait quelque chose dedans, quelque chose qui aurait pu être de la honte, ou de la colère, ou un chagrin arrivé bien trop tard. J'ai soutenu son regard jusqu'à ce qu'elle se détourne. Je ne suis pas resté pour le traitement. J'ai remercié Delaney dans le couloir, devant la salle d'audience. Je lui ai serré la main. Je suis sorti du bâtiment dans un froid après-midi de novembre et je suis resté un instant sur le trottoir, respirant l'air vif, regardant une femme de l'autre côté de la rue essayer de plier une poussette d'une main, tout en tenant une tasse de café de l'autre. La vie se déroulait partout. Tout autour des pires choses que j'avais vécues depuis la chambre d'hospice, il y a 2 ans et demi. Je suis rentré chez moi. J'ai fait une cafetière. Je me suis assis dans le fauteuil où Carole lisait, et je me suis permis de ressentir ce qu'il y avait à ressentir. Les gens s'attendent, je pense, à ce que la justice livre quelque chose de propre, une clôture, une transaction terminée. Ce qu'elle livre réellement, c'est une sorte de quiétude, la quiétude qui suit un long bruit, pas le silence exactement, mais l'absence du son particulier auquel on s'était habitué. Le chagrin était toujours là. La perte était toujours là. Non seulement de ma fille, mais de la version d'elle en laquelle j'avais cru, la petite fille des dimanches matins, celle qui pleurait sur la tombe de sa mère. Je ne savais pas s'il fallait pleurer cette version ou accepter qu'elle n'avait jamais été tout à fait ce que je pensais. Peut-être que les deux choses étaient vraies. Peut-être qu'on peut aimer quelqu'un et ne pas le connaître. J'avais pensé, les semaines précédant la sentence, à la fiducie,
à ce qui arriverait à 2,4 millions de dollars qui n'appartenaient plus à personne dans ma famille. Frank avait confirmé que la clause avait été déclenchée. Les actifs seraient liquidés et transférés au Conseil national sur les abus financiers envers les personnes âgées, une organisation à but non lucratif qui finance l'aide juridique et les programmes d'éducation pour les personnes âgées ciblées par des prédateurs financiers. Des organisations qui aident des personnes qui n'ont pas 38 ans d'expérience en enquête sur la fraude, ni un Frank, ni la chance particulière de savoir quoi chercher dans un garage. Cela me semblait juste. Cela me semblait plus que juste. Cela me semblait la seule chose qui ait du sens, que l'argent qu'ils avaient essayé de voler irait directement à la prévention du vol de quelqu'un d'autre. Mais j'ai gardé un compte modeste avec environ 90 000 dollars dedans. Les économies de Carole des années avant que nous ne fusionnions tout. Un compte qu'elle avait gardé à son propre nom, comme un point d'indépendance personnelle que j'avais toujours respecté et jamais remis en question. Je n'avais pas mis cela dans la fiducie. C'était à moi, libre et clair, et c'était suffisant. Je me suis assis au bureau dans le bureau, celui où mon gendre s'était autrefois tenu, cherchant un stylo, et j'ai ouvert mon chéquier. J'ai réfléchi longtemps à ce que je devais écrire. J'ai pensé à la femme à Charlotte qui ne serait jamais nommée, ne connaîtrait jamais mon nom, qui un jour s'assiérait en face d'un avocat d'aide juridique dans un petit bureau et découvrirait que quelqu'un avait pensé à elle avant qu'elle n'existe de manière concrète. J'ai pensé à Carole, qui gardait des cartes de condoléances timbrées dans un tiroir parce qu'elle croyait que la compassion exigeait de la préparation, qu'il fallait avoir l'infrastructure en place avant l'arrivée du besoin. J'ai rédigé un chèque à une fondation locale de services de protection des adultes, une organisation régionale plus petite que j'avais soigneusement recherchée et que j'avais trouvée bien gérée et ayant un impact direct. Le montant n'était pas l'intégralité de ce que j'avais. C'était un tiers. Assez pour avoir de l'importance. Pas trop pour me laisser sans rien. Dans la ligne de libellé, j'ai écrit « En mémoire de Carole Harper », qui faisait attention aux gens. J'ai signé mon nom sur la ligne et la boucle au bout de mon initiale était exactement là où elle avait toujours été. Voici ce que je veux vous laisser. Non pas la trahison, ni la condamnation, ni même le piège qui s'est refermé sur des gens qui croyaient entendre un. Ce que je veux que vous reteniez de cela, c'est quelque chose de plus simple et de plus difficile à la fois. Nous nous disons, quand il s'agit des personnes les plus proches de nous, que l'amour est une sorte de certitude. Que les gens qui nous connaissent le mieux ne pourraient pas nous nuire. Et cette croyance, ce profond refus humain d'appliquer à nos propres vies le même regard clair que nous appliquons partout ailleurs, est exactement la vulnérabilité que des gens comme mon gendre savent dénicher. La chose la plus forte que j'ai faite n'a pas été de trouver ce dossier. Ce fut la décision, à ce moment-là, de ressentir tout ce que je ressentais et d'agir comme si rien n'avait changé. De retourner sur la terrasse avec une tasse de café et de lire la section sportive comme si le monde avait encore la même forme qu'avant que j'entre dans le garage. Cela m'a coûté plus que toute autre chose dans cette histoire, et c'est ce qui a rendu tout le reste possible. On m'a demandé, depuis que cela est devenu connu parmi mon cercle de collègues et d'amis, si j'aurais fait quelque chose différemment, si je l'aurais confronté plus tôt, si je regrettais les 4 semaines d'attente pendant que l'affaire était en cours de construction. Ma réponse est non. Non pas parce que je suis froid ou parce que je suis dur, mais parce que j'ai passé toute ma vie professionnelle à apprendre que la différence entre la suspicion et la preuve est la différence entre une histoire et une affaire. N'importe qui peut avoir une histoire. Il faut de la patience, de la discipline, et la volonté de tenir son propre chagrin à distance suffisamment longtemps pour que la vérité devienne indéniable, non seulement pour vous, mais pour une pièce pleine d'étrangers qui ne vous doivent rien. J'ai 64 ans. Je vis seul dans la maison où j'ai élevé ma fille et aimé ma femme. Le matin, je me promène sur le sentier du lac derrière le quartier, et les oies qui vivent le long de la rive éloignée se sont habituées à moi au point qu'elles ne bougent plus quand je passe. Je déjeune le mardi avec un collègue à la retraite qui raconte les mêmes 3 histoires des années 80, et me fait toujours rire avec chacune d'elles. Le dimanche matin, la maison est silencieuse d'une manière que j'apprends lentement à accepter plutôt qu'à simplement endurer. L'horloge grand-père marque toujours les heures. Je m'assois parfois encore dans le fauteuil de Carole, et je garde toujours un petit carnet dans le tiroir du bureau, car faire attention n'est pas quelque chose que l'on arrête juste parce que la crise immédiate est passée. C'est ainsi que je comprends le monde. C'est à ce stade, simplement, qui je suis. Si vous retenez quelque chose de cette histoire, que ce soit ceci, les gens qui vous sous-estiment comptent sur vous pour les laisser faire. Le plus grand avantage que vous avez est celui qu'ils ne peuvent pas voir. Que auriez-vous fait à ma place? J'aimerais le savoir.
Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez.